Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Henri Meyo-Degwevi. Je suis le président de l'Association pour le développement et l'innovation pour la bioéconomie en Afrique. Toute l'équipe d'ADEBA se joint à moi pour vous remercier d'abord de vous être inscrits pour pouvoir prendre part à ce premier webinaire que nous organisons, afin de pouvoir discuter et avoir une réflexion collective sur la structuration de la bioéconomie sur le continent africain. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec ma collègue, Madame Zoua Ursula. Mais aussi, nous tenons encore à remercier nos différents panélistes avec leurs thématiques de qualité que nous aurons l'occasion de découvrir durant leurs différentes interventions. Avant de commencer ce webinaire, je reviendrai succinctement sur le programme qui nous réunit cet après-midi. Alors, au programme, je reviendrai brièvement sur ce qu'est la bioéconomie, puis qui sera illustré par un modèle d'application de la bioéconomie ici dans le secteur de la transformation du bois, qui sera suivi d'une brève présentation de la DEIBA, suivi du programme qui nous réunit cet après-midi, à savoir les différentes interventions, et qui sera suivi de la phase de questions-réponses. En l'occurrence, pour la première présentation, celle du professeur Zéphiré Molongui, pour des raisons professionnelles, les questions seront posées juste après sa présentation. Alors, de ce pas, qu'est-ce que la bioéconomie? Alors, la bioéconomie est un modèle de développement économique qui consiste à transformer et valoriser les ressources naturelles, plus précisément des ressources biologiques, afin de pouvoir remplacer le carbone fossile par le carbone renouvelable. Sachant que ce modèle économique permet de développer une économie bas carbone, mais aussi permet de réduire les émanations de gaz à effet de serre. La bioéconomie est appliquée dans différents secteurs, à savoir l'agriculture, l'alimentation, cosmétique, voire dans le domaine de l'énergie renouvelable. Comme je l'ai dit plus tôt, je vais vous présenter une illustration de l'application de la bioéconomie ici dans le secteur de la transformation du bois. Ici divisée en deux phases. Nous avons la première phase qui est la phase classique que nous connaissons tous, qui consiste à la coupe des bois en forêt, qui sont transportés jusqu'à l'usine et où ils subissent leur première transformation. Au sortir de cette première transformation, nous avons des bois d'œuvre, des contreplaqués et phase durant laquelle nous avons la production des déchets de bois, qui sera suivie d'une seconde étape qui consiste à l'utilisation des bois d'œuvre et des contreplaqués pour faire de la construction bois et fabrication des meubles. Et pour pouvoir optimiser et pousser un peu plus loin cette valorisation, ces bois en fin de vie dans la construction bois et fabrication de meubles peuvent être récupérés pour les valoriser en panneaux de particules, bioénergie et voire d'autres voies de valorisation. Et bien entendu, pour optimiser ce secteur, ici, tous les coproduits qui ont été considérés comme des déchets ne le seront plus. Ils sont considérés maintenant comme de la ressource sur laquelle on peut faire des éco-extractions pour pouvoir obtenir des biomolécules ayant des propriétés différentes telles que des propriétés fongicides, on peut avoir des conservateurs naturels ou la production de colorants naturels en première étape. Et en seconde étape, une étape de recyclage qui consiste à recycler le solvant d'extraction pour pouvoir faire d'autres extractions pour ne pas les renverser dans l'environnement, avoir moins d'impact. Et la CIE restante, en troisième phase, est peut-être valorisée en panneaux de particules, matériaux biosourcés, charbon actif et bien d'autres. Alors, concernant ADEBA, ADEBA, qui n'est autre que l'Association pour le développement de l'innovation pour la bioéconomie en Afrique, est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en décembre 2021, dont le siège social est à Mont-de-Marsan, en France. Les objectifs d'ADEBA est de pouvoir travailler avec les acteurs internationaux pour co-construire et apporter des solutions aux enjeux des sociétés africaines autour de la protection de la biodiversité, la valorisation des coproduits, dans le souci d'une création des emplois. Bien entendu, ADEBA accompagne de manière collaborative les associations, les entreprises, voire pouvoir travailler aussi avec des décideurs qui souhaitent développer des activités de valorisation des ressources naturelles dans une logique d'économie circulaire en mettant en place des actions sur un réseau de partenaires
des recherches de financement et autour des expertises métiers pour définir des projets. À ce jour, nous avons 8 membres dans le bureau d'ADEBA. Au poste de président, moi qui suis en train de vous parler, M. Henri Meyo-Degwevi, je suis docteur en sciences du bois et des fibres et consultant en économie circulaire, bioéconomie et développement durable. À la vice-présidence, nous avons Madame Afi Monsui Azandegbe, qui après un doctorat en biotechnologie a fait 10 années d'expérience dans la fonction publique française au niveau de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, est CEO de son cabinet de conseil spécialisé dans la recherche de financement pour des projets innovants en Afrique francophone. Au poste de secrétaire général, nous avons M. Ngozogo Henri Spegui, qui lui est docteur en chimie analytique et environnement de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui actuellement est postdoctorant dans la même université. Au poste de secrétaire général, nous avons M. Charry Bertrand, qui est professeur à l'Université de Pau, des Pays et de l'Adour. À la trésorerie, nous avons M. Bikoro Biatomo Arsène, docteur en chimie analytique et environnement de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, mais aujourd'hui postdoctorant à l'Université de Freiburg en Allemagne. Notre chargée de projet n'était que Madame Kumba Ibinga Sidrine, qui est docteur en chimie en agro-ressources à l'Université d'Artois. Aujourd'hui, est attachée temporaire de recherche à l'UT de Béthune. À la communication, nous avons Monsieur Tekongoma Dimitri, qui lui est doctorant en marketing et web marketing à Paris. Et enfin, pour terminer, au poste de chargé de relations extérieures, nous avons Madame Zoa Ursula, qui, elle, est docteur en agroalimentaire et qui est aujourd'hui enseignante à l'Université africaine de management à Libreville, au Gabon. Alors, depuis le 1er janvier 2022, ADEBA est en activité et nous avons déjà pu faire un accompagnement et structuration d'un projet dénommé ANESA Green Paper de l'entreprise HP Santé Plus, basée à Libreville, afin de répondre à un appel à projet de l'AEF dans la région de l'Afrique centrale, le projet PRICNAC, d'une valeur de 155 000 €. Et bien entendu, ADEBA est toujours sur des projets en cours, tels que le projet d'installation d'un méthaniseur pour la valorisation de biodéchets ménagers et des déchets verts dans une zone reculée de Libreville, la capitale gabonaise. Et notre projet sur lequel nous sommes n'est autre que la phytoépuration, dont nous sommes en train de réfléchir dans quel pays on peut pouvoir mettre en place ce projet. Alors, pour ce qui nous concerne cet après-midi, les différentes interventions, nous avons 5 interventions sur 2 parties. La première partie qui regroupe 2 interventions qui sera animée par ma personne et la deuxième partie animée par Madame Zoa Ursula. Dans la première partie, nous avons la première intervention intitulée « La forêt du bassin du Congo peut-elle contribuer à la définition de la bioéconomie à partir de la biomasse forestière ?» Cas du Gabon. Une présentation qui sera faite par le professeur Zéphiré Moulongi, qui est ancien directeur de la recherche à l'INRAE de Toulouse, aujourd'hui consultant expert scientifique indépendant. Une présentation qui sera suivie par la seconde intitulée Bioeconomics and Bioactive Compound from Plant for Material or Biological Application, qui sera faite par le professeur Patrick Martin, qui lui est directeur de l'unité transformation et agro-ressources de l'UT Béthune, l'Université d'Artois en France. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, en commençant par donner la parole à notre premier intervenant, M. Moulongi. M. Moulongi, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes, dont 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Merci. Bonjour à tous. Voilà. L'association m'a demandé de participer à cet effort d'animation de cette association. Je sortais donc d'une communication avec, je faisais un point sur les activités de recherche que j'ai menées auprès donc de l'ambassade du Gabon.
Pourquoi je l'avais fait? C'est parce que lorsque j'étais en activité, chaque année ou chaque 2 ans, j'avais un point avec le conseiller culturel, donc M. Kombila, qui suivait de très près euh, la recherche qui se faisait par les jeunes Gabonais doctorants sous ma responsabilité scientifique, en collaboration avec le professeur Bikanga, parce que le Gabon et la France nous octroyaient des moyens qu'on appelle les bourses Campus France pour pouvoir donc mener ces recherches à la fois en France, à Toulouse, dans notre laboratoire, et à Massoukou. Donc, c'était ma mission de faire un point final sur ce que j'avais fait. Et à ce jour, je suis désolé de constater que je n'ai pas encore eu de retour. Et donc, l'association m'a demandé de poursuivre un peu la réflexion avec vous, c'est de dire, voir comment on peut définir la bioéconomie. Là, je vois que vous venez de donner pas mal donc, de définitions. Il y a plusieurs définitions de la bioéconomie, c'est pas ça qui sera important, mais c'est plutôt ce que je me suis permis de me poser comme question. Dans quelle mesure la forêt du bassin du Congo peut-elle contribuer à la définition de la bioéconomie à partir de la biomasse forestière? Me semble-t-il que c'est particulier. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que je suis devenu, ça a été très bien dit. Diapo suivant. C'est vous qui l'avez passé ou c'est moi? Voilà. Donc, aujourd'hui, les forêts, en particulier les forêts donc, du bassin du Congo, c'est des puits de carbone. C'est déjà la première valeur ajoutée qu'on reconnaît donc à ces forêts-là, étant puits de carbone. Donc, elles sont prédisposées à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je vais essayer de montrer effectivement comment ce carbone est stocké. Donc, le diapo suivant. Voilà, grâce donc au document que m'a fourni le docteur Escar, Sylvie Pumba, j'ai pu extraire ces supports pour montrer la situation du couvert forestier dans le bassin du Congo en 2010. Donc, ce n'est pas négligeable quand on voit les types de forêts, surtout au niveau donc, des forêts denses. Donc, vous voyez un total à droite qui fait au moins de 186 millions 444 421 hectares de forêts dans le bassin du Congo. Si on ajoute les autres forêts, ce n'est pas négligeable, ça fait du 268 142 414. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et quand on voit cette répartition du couvert forestier par pays du bassin du Congo, pour la RDC se détache nettement avec 62%, suivi donc du Cameroun, du Congo, et du Gabon, de Centrafrique, et enfin de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas ce classement qui m'intéresse, c'est pour montrer simplement que ces forêts, que ces écosystèmes se retrouvent donc dans tous les six pays qui constituent le bassin du Congo. Diapo suivant. Qu'en est-il au niveau donc de stockage du carbone par type de végétation? Donc, vous avez donc la forêt dense qui regroupe, qui stocke la majorité donc, de ce carbone, autour donc de 65%, suivi donc des autres forêts, ce qui fait quand même un stock non négligeable en termes de superficie de 4 48 470. Dernière diapo sur cette partie. Professeur, diapo suivante. Oui, oui, s'il vous plaît. Ah, désolé. Voilà. Donc là, la répartition donc, en termes de stockage de ce carbone par pays n'est pas négligeable parce que c'est très, très important par rapport donc
aux programmes économiques qui se développent donc dans ces pays-là. Bon, je n'aurai pas l'opportunité de les développer ici. Donc, vous voyez que la RDC est le pays qui stocke beaucoup plus de carbone. Mais est-ce que, en termes donc de déforestation, c'est une question que je ne vais pas évoquer ici. Est-ce que la répartition est la même? Il y a un débat dans les papiers que j'ai pu lire et qui peuvent faire l'objet donc des échanges et de réflexions, surtout quand vous allez reprendre ça. Ce qu'il faut retenir là, donc, c'est que cette zone couvre au moins 70%, est couvert au moins par 70% des systèmes forestiers, avec donc un taux de carbone qui n'est pas négligeable, qui est très, très élevé. Et ces écosystèmes participent à l'économie donc de cette zone. Et grâce donc à ce carbone stocké, préserve donc cette zone de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et ce n'est pas simplement cette zone-là qui bénéficie de ces atouts, c'est la Terre entière. Diapo suivante. Voilà, donc j'ai repris ici simplement une définition donc de la bioéconomie selon l'Union européenne qui a essayé de mettre de l'ordre en 2018 par rapport à toutes les définitions qui étaient présentées, parce que la bioéconomie ici est plutôt prise par rapport donc au vivant, donc par rapport à ces matières premières qui produisent et valorisent les bioressources de l'amont jusqu'à l'aval en intégrant la valorisation des coproduits de déchets. Vous en avez parlé, donc je vais aussi en profiter pour vous montrer. Par contre, pour la France, je n'ai pas pris la définition qui est pratiquement la même chose que celle-là, mais plutôt ce que j'ai vu d'intéressant, c'est la stratégie de la bioéconomie qui est donc soutenue au niveau donc, des ministères qui sont en charge de cette question, pouvoir relever les défis donc, de la sécurité alimentaire, donc c'est un point très important. Et aujourd'hui, on parle même de transition alimentaire, la transition énergétique, de la lutte contre le réchauffement climatique, tout en créant une dynamique territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas nouveau au niveau français que le territoire est irrigué par, effectivement, ces bioressources et pour lesquelles des valorisations ont été imaginées. La mutation industrielle a été imaginée depuis les années 90-94. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter un peu ce que j'appelle le success story sur la bioéconomie et sur le bioraffinage, qui sont presque des concepts qui s'additionnent ou se complètent. Donc, diapo suivante. Alors, par rapport à la littérature qui était à ma disposition, j'ai pris l'exemple donc de la forêt finlandaise, avec un titre qui me paraît très, très éloquent par rapport donc au moment actuel que nous traversons et par rapport à ce que nous voulons faire, enfin, ce que vous voulez faire sur la bioéconomie donc dans la zone que je venais de présenter donc dans le bassin du Congo, la forêt finlandaise au secours du climat et de l'emploi. Donc, si vous voyez le camembert qui représente la bioéconomie, la forêt, je pense, représente au moins, je vois mal avec le jaune là, représente peut-être 42%, 48%. 48%, professeur. Combien? 48%. 48%. Donc, c'est énorme par rapport à ça. D'autant plus que c'est un petit pays. Et donc, depuis 2014, vous voyez, chaque pays essaye donc d'installer des concepts par rapport donc à cette notion de bioéconomie. Donc, il y a eu une stratégie qui a été donc mise en place avec tout de suite l'affichage sur l'accroissement de l'exploitation de ces forêts. Donc, ça, c'est une volonté délibérée pour développer des usages innovants. Pour eux, c'est une opportunité donc de vitalité économique. Ben, j'ai pris ce titre politique publique éclairée. Pourquoi? Parce qu'on voit bien les objectifs qui sont affichés. On mobilise des moyens, et ce sont des fonds publics, et on estime des revenus très, très importants à atteindre de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2025. 2025, c'est aujourd'hui, et ça vaut beaucoup, si la réflexion se poursuit, de mener l'enquête pour voir si, effectivement, ceci a été abouti. Et avec la création de 100 000 emplois. Donc ça, c'est un point très important
pour ce que vous voulez faire. Si vous voulez parler d'économie, il faut voir donc les objectifs, il faut voir aussi les moyens mobilisés, c'est de l'argent, ce n'est pas simplement des discours, et surtout avec des retombées au niveau de l'emploi. Donc, vous voyez les fonds publics qui ont été mobilisés de 2014 à 2024, c'est au l'ordre de 2,1 milliards d'euros, répartis entre les capitales de risque pour les entreprises, donc 1 milliard. Je vois donc dans les messages que je reçois, le fonds spécial, donc je pense le risque du Gabon, donc ça peut être intéressant s'il y a des interlocuteurs qui nous écoutent pour savoir si ces fonds-là ne peuvent pas être donc mobilisés pour ça. Le financement de la recherche et de l'innovation, donc vous voyez que c'est pas négligeable, c'est de l'ordre de 0,5 milliards d'euros. Et aussi l'entrée en phase de pilote et de démonstration, parce qu'il faut montrer qu'on peut amener les objets et les technologies à un certain niveau de validation. Et pour cela, il faut donc avoir mobilisé de moyens. Qu'est-ce qu'on y fait après? Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Moi, j'ai découvert que, comme je venais de présenter pour le bassin du Congo, que l'écosystème de la Finlande était couvert par 76% des forêts, contre 75% en Suède, 73% en Slovénie. En Slovénie, c'est les 3 grands pays qui sont couverts par les forêts en Europe, et la France est à 32%. Ce que j'ai été aussi, là où j'ai été aussi surpris, c'est qu'en Finlande, il n'y a que 3 espèces, l'épicéa, le pin sylvestre et le bouleau, mais que je trouve qu'ils sont tout petits par rapport à ce que je venais de vous montrer là-haut, où j'ai pas mis l'accent sur le koumé et le lima, et bien d'autres encore. Donc, vous voyez que déjà, il y a pas mal de différences qui apparaissent au niveau donc de ces ressources naturelles qui vont définir la bioéconomie que vous espérez. Donc, en Finlande, 50 millions de mètres cubes pour les applications traditionnelles. Ce sont des applications dont vous avez parlé tout à l'heure, le bois de construction, le papier, le carton, la pâte chimique, et on en produit aussi de la chaleur, de l'électricité pour apporter de l'autonomie en énergie sur les sites de production. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est ce qui se faisait, ce qui se fait aujourd'hui. On s'oriente vers de nouvelles applications, 2 secteurs que j'illustre ici, le secteur des énergies renouvelables et le secteur du textile. Les sociétés ont été donc impliquées. Une des sociétés qui est énergéticien, évidemment, qui est Fortum, qui s'intéresse donc à l'huile de pyrolyse à partir donc du bois pour le remplacement du mazout lourd et une production attendue de 50 000 tonnes par an. Qu'est-ce qu'ils ont observé aussi? Après caractérisation donc de cette huile de pyrolyse, c'est que c'est une source de molécules oxygénées, ce qui intéresse les chimistes. C'est une source aussi de carburant routier. Donc, vous voyez que là, il y a déjà des alternatives par rapport à ce que nous connaissons des carburants dont on parle aujourd'hui, qui sont des carburants fossiles. Et c'est une source aussi de produits de chimie verte. Un autre industriel, pas de moindre, mais c'est un raffineur, c'est très important parce que sans raffinage, il n'y a pas de produit qui passe donc vers la distribution. Celui-ci met 21% de son chiffre d'affaires, autour de 11 milliards d'euros, pour pouvoir donc effectivement encourager la production de ces carburants renouvelables avec un tonnage de l'ordre de 2,4 millions de tonnes par an pour ce qu'ils appellent le diesel renouvelable. Donc, vous connaissez peut-être le diesel qui se fait à partir donc, des huiles végétales. Donc, vous voyez un peu le choc ou la rupture qui se fait ici. Donc, le diesel va se concevoir à partir donc, de l'huile de pyrolyse. C'est du diesel totalement déoxygène. Ce n'est pas négligeable parce que quand on dit que le diesel est polluant, c'est qu'on a donc des monoxydes de gaz qui se forment, en particulier des gaz oxygénés incomplets. Il y a des HC qui se forment, et donc ici, c'est des produits totalement hydrogénés. Là encore, la chimie verte va trouver son bonheur ici. Un exemple, c'est qu'ils arrivent donc à produire, par exemple, du propane, qui est normalement qui est obtenu à partir donc, du pétrole. Et cette
Engouement se poursuit avec Nestlé qui collabore avec Total Fluid. Donc, c'est des collaborations qui sont maintenant, qui sont récentes, mais c'est quand même de 2015. Donc, aujourd'hui, c'est quand même des collaborations qui sont installées pour faire des isoalcanes renouvelables, ce qui se faisait aussi à partir du pétrole. Enfin, Total Fluid, grâce donc à ces opportunités, se lance donc dans des solvants renouvelables dans les secteurs de peinture, encre et cosmétiques. Donc, vous voyez les mutations qui se présentent ici, du fossile vers le renouvelable. Diapo suivante, s'il vous plaît. Toujours dans cette direction, donc je vais expliciter cette rupture par le potentiel du textile. Donc, on compte sur la croissance de la population en 2050. Vous les connaissez, on dit qu'on sera autour de 9 milliards d'habitants. Et donc, il y aura du besoin effectivement en textile. Voilà. En 2017, il y avait 80 millions de besoins de 80 millions de tonnes. En 2050, on parle de 250 millions de tonnes. Actuellement, à partir du bois, il n'y a que 5% de fibres de bois qui sont à l'origine de la viscose, qui entrent donc dans la composition du textile. Donc, vous voyez le potentiel qui reste, puisque la population va croître, donc les gens auront besoin donc de textile. Donc là, il y a un groupe qui s'est positionné, qui s'appelle Stora Enso, qui évidemment fait les choses les plus simples, fabrique donc de pâte. Il y a la pâte à papier qui suit son processus, et la pâte chimique sans la fraction lignocellulose, parce que la fraction lignine pose donc le problème pour pouvoir effectivement obtenir des fibres de viscose de bonne qualité. Donc, grâce à cette technologie, donc on peut donc fournir la matière première à l'industrie textile. Et ce qui était surprenant de ce que j'ai lu, il y a aussi l'alimentaire qui peut en bénéficier pour faire des sauces de salade et ainsi de suite. Donc, vous voyez ce que disaient les politiques au départ, donc l'intensification de l'exploitation forestière est donc d'actualité, mais elle est inscrite donc dans des démarches de durabilité pour ne pas épuiser la ressource, pour nuire à l'écosystème. Là, il y a des outils mathématiques de modélisation qui sont donc introduits pour pouvoir effectivement gérer ces démarches de durabilité. Diapo suivante. Deuxième exemple donc, de success story, c'est le bioraffinage. Donc, j'ai relevé la collaboration entre deux industriels qui sont très, très jeunes, hein, Arbio, dans le développement de la chimie végétale, qui a une expertise dans les unités de raffinage pour la conversion de la matière végétale en lignine et sucre fermentescible. Ça, c'est un point très important. Et aujourd'hui, il focalise donc ses travaux sur les résidus forestiers riches en lignine, issus donc des scieries, de l'ameublement et de l'industrie papetière. Donc, ce ne sont plus des déchets. Ce sont, donc, comme vous disiez tout à l'heure, ce sont de nouvelles agro-ressources pour l'industrie. À droite, c'est Deinov, qui développe des procédés d'hydrolyse et de fermentation de la biomasse en utilisant les bactéries d'éinocoque. J'ai cherché à savoir ce que c'est, je n'ai pas su. Ça veut dire que c'est une approche interne de développement donc des bactéries spécifiques pour la production de composés d'intérêt utilisables dans les plastiques. Écoutez-moi bien, dans l'alimentation humaine et animale, et ça va rentrer donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'indépendance alimentaire, compte tenu donc de la croissance de la population. Donc, eux aussi, ils ont observé que cette technologie fonctionne sur la matière bois. Ils adaptent donc des résidus forestiers. Et donc, le couple ici travaille de belle manière pour pouvoir donc effectivement exploiter les technologies de l'un et de l'autre ensemble. Donc, la complémentarité, la collaboration au niveau industriel est aussi une approche donc de succès. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, grâce à ce succès-là, évidemment, ils ont répondu à l'appel d'offres au niveau européen. Donc, vous avez Albium, cet appel d'offres. Il y a Bioprocess Pilot Facility, donc les Pays-Bas, Biobase Europe de Belgique, qui travaille autour d'un projet appelé Sylphide depuis 2017 pour créer des chaînes de valeur du bois vers l'alimentaire. Ça peut vous surprendre, moi ça m'a surpris, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant.
donc des débouchés du bois dans l'alimentation, qui est donc soutenu donc dans le cadre de ce projet-là. Et le produit phare de chez eux, qui est échantillonné aujourd'hui, il s'appelle le Silpro. Donc, projet vendu en 2017. En 2018, il commence donc à échantillonner. Comment se fabrique le Silpro? Il y a des levures qui sont développées sur des substrats fermentescibles, issus de la cellulose et de l'hémicellulose. Donc, il n'y a plus de la ligne qui empêche effectivement de traverser les parois membranaires donc, de ces biomasses. Le traitement de la levure est fait pour arrêter la fermentation et on obtient un produit de biomasse contenant plus de 60% de protéines. Et en 2022, Arbio a fait donc une levée de fonds de 12 millions d'euros pour le lancement de son projet industriel Indépendance Protéines, avec comme cible 10 millions de tonnes de Silpro par an. Peut-être que bientôt, nous allons tous consommer ces protéines. La diapo suivante. Voilà. Donc ici, c'est un coup d'œil aux transformateurs chimistes, biochimistes ou biotechnologiques qui doivent donc effectivement utiliser ce levier pour pouvoir réaliser donc les transformations telles que je venais de les présenter. Vous avez bien vu l'exemple d'Einov avec donc ces bactéries atypiques. Et je me dis, mais voyons, on y va dans cette forêt, il y a plusieurs écosystèmes, mais pourquoi ne pas aller chercher donc les micro-organismes? Pourquoi ne pas aller chercher donc les bactéries? Pourquoi ne pas aller chercher les champignons qui peuvent faire l'objet effectivement de leviers pour les transformations? Et aussi, il y a aussi des solvants nouveaux qui sont des solvants totalement biosourcés et qui viennent donc effectivement des fractions alimentaires donc acceptables directement par le commun des mortels. Donc, le génie des systèmes biocatalytiques doit donc être, en tout cas c'est un appel des pieds, mais donc intégrer cette réflexion donc dans la définition de la bioéconomie telle que vous voulez le faire, et pour concevoir et optimiser des processus. J'ai entendu parler des extractions, et là, je pense que là, vous pouvez faire le lien avec ce que vous voulez faire et par rapport à ce que la bioéconomie que vous voulez définir ici, puisque au niveau de ces leviers, peut donc effectivement contribuer à améliorer donc des schémas intégrés de transformation, de séparation et d'extraction. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai été en avance sur l'intensification des transformations grâce aux leviers que je venais de présenter ici. Et ce qu'on cherche aussi maintenant, c'est des procédés intégrés, donc diapo suivante, pour pouvoir donc transformer donc ces agro-ressources ou ces fractions qui se trouvent donc dans la biomasse lignocellulosique. Donc vous avez une biomasse lignocellulosique qui va suivre donc toutes ces voies donc, de transformation. La première voie, on en a parlé ici lorsque j'ai parlé donc de la Finlande. Donc, on va réaliser la pyrolyse pour obtenir des gaz, mais ce qui est recherché, c'est en particulier le bio-oil. Vous avez vu qu'il pouvait être utilisé dans pas mal d'applications. Une fois qu'on retire donc la lignine, on va du côté donc de la cellulose et des hémicelluloses. Et donc, ce qu'on voit, c'est un peu téléguidé donc, dans cette diapo que j'ai trouvé donc, dans la littérature, c'est le couple, ce qu'on cherche à obtenir, c'est le couple biocarburant ou carburant avancé et plateforme chimique, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est intéressant. Donc, quels sont les carburants qu'on peut avoir ici? On peut avoir de l'hydrogène, on peut avoir du méthane. Par les temps qui courent, vous comprendrez que c'est une plateforme qui est totalement adaptée aux attentes d'aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, une fois que vous avez délignifié, vous pouvez donc prendre que la cellulose et la hémicellulose donc, pour pouvoir donc, les transformer grâce aux leviers catalytiques dont j'ai parlé ici, qui vont vous permettre donc, des coupures, qui vont permettre de passer des carbones, sp2, sp3. Et de l'autre côté, vous pouvez faire donc de la déoxygénation, donc enlever de l'oxygène en trop pour pouvoir avoir donc, des aromatiques. Donc, vous voyez à la fin
finalement, vous retrouvez les produits chimiques que vous utilisez, que vous obtenez jusqu'à présent à partir des produits fossiles. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les observations que je fais, c'est que bon, c'est de nouveaux paradigmes qui s'installent à nous. Je n'étais pas dans le 19e siècle, mais j'ai bien compris que c'était le siècle du charbon. Le 20e siècle, on en sort, on a été tous nourris, produits du pétrole. Et enfin, aujourd'hui, vous avez donc un espace ouvert sur la biologie pour passer du fossile vers le vivant, vers le renouvelable. Les quelques exemples, les quelques success stories que je vous montre ici semblent montrer que c'est possible, c'est réalisable. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, en conclusion, les écosystèmes forestiers donc du bassin du Congo ont la capacité donc de relever les enjeux climatiques. Donc, vous avez vu que c'est des écosystèmes avec beaucoup de biodiversité. Donc, il n'y a pas que les forêts denses, il y a d'autres forêts aussi, telles que le mangrove et tout ça. Donc, cette biodiversité est très intéressante pour pouvoir donc stocker le carbone, à condition de ne pas le détruire. Donc, on peut penser, ça c'est mon point de vue, donc de réfléchir sur une économie durable qui rentre donc les agro-ressources telles que vous venez de voir, et couplée à la bioéconomie circulaire, c'est-à-dire que il n'y aura plus de déchets et tous converger vers donc des produits, que ce soit des carburants, comme on dit des carburants avancés, puisque vous pouvez faire de l'hydrogène, vous pouvez faire du méthane, vous pouvez faire des carburants routiers tels que ça se fait actuellement, mais aussi vous pouvez faire des produits alimentaires, puisque je vous ai montré que Denov fait donc des protéines alimentaires à partir donc de ces matières premières. Enfin, comme disent les Hollandais, ce sont des nouvelles opportunités de vitalité économique. Moi, je dis simplement, c'est un appel à l'optimisme. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez des ressources que la richesse est garantie. Faut-il encore bien les exploiter et bien les définir, puisque ça va commencer par cette définition. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vais remercier donc l'association. Je vous souhaite une longue vie. Je vais remercier un chercheur qui est convaincu, c'est mon chargé de recherche, Ina Omer Valentin, pour certains qui les connaissent. J'ai dit à mes collègues de l'association que j'aimerais bien avoir des contradicteurs, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir donc mon cher frère et collègue, professeur Bikanga. Je pense qu'il peut jouer ce rôle aujourd'hui. Diapo suivante. Pourquoi il peut jouer ce rôle? Donc là, vous voyez ce que nous avons fait ensemble, Bikanga et moi, et ce que nous avons fait au laboratoire. On a déjà commencé à travailler sur donc, ces bois, les bois tempérés d'ici. Vous voyez les travaux que nous avons réalisés pour fabriquer donc des émulsions directes et des émulsions multiples qui ne sont pas si faciles à faire, qu'on appelle des pickering, avec simplement des particules de bois. Donc, les travaux ont été brevetés. Vous voyez que ça change totalement. C'est notre paradigme en termes donc de les biosurfactants dans les applications diverses et variées, que ce soit l'extraction du pétrole, que ce soit les produits, la détergence, où on utilise pas mal des produits donc, qui favorisent plutôt donc, des déchets. Donc voilà ce que nous avons pu faire et que nous préconisons pour effectivement montrer l'impact donc de ces des coproduits. Ce ne sont plus des sous-produits, ce sont des coproduits, simplement en fabriquant donc des pickering. Le deuxième exemple qui est intéressant, c'est les éologèles. Donc, le docteur Eska, qui est ici, a travaillé sur les amandes d'une plante qui s'appelle Evinga carbonicis. C'est une plante d'agroforesterie, mais qui peut aussi se retrouver donc, dans la forêt. Et vous avez vu que la diversité donc, de ces écosystèmes est un avantage. Donc ça aussi, c'est un intérêt par rapport donc, à ce travail qui a été fait. Et quand on fait des bio-oils, certains chercheurs ajoutent d'autres matières premières. Donc, ce serait intéressant de voir ce que ça peut donner par rapport donc, à ce que
le docteur Kumba a pu faire, et surtout que la qualité des produits, en particulier des acides gras, sont des acides gras alimentaires et des acides gras à propriétés multiples. La diapo suivante est la dernière, je pense. Voilà. Je vais citer encore ce travail qui est très, très important. Ce travail qui a été fait à partir du Grissa, qui a été une plante de haie et qui, aujourd'hui, au Cameroun, avec le docteur Sanjo, on essaie donc de la relancer par des approches agroécologiques. Reprendre ça. D'autant plus qu'on voit que les travaux réalisés par Gildas sont des travaux qui ont été très impactants dans le domaine du béton, pour pouvoir donc réaliser le compactage du béton. Dans le domaine du bitume, pour pouvoir recycler des goudrons qui sont abandonnés et qui attendent un avenir, et aussi pour pouvoir donc réaliser d'autres formulations. Ces deux diapos m'interpellent parce que voilà des jeunes Gabonais qui ont été formés à ce métier et qui ne sont pas au Gabon. Et voilà, vous me demandez de réfléchir sur la bioéconomie au Gabon. Mais les ressources humaines sont les premières. Il faut aussi les rentrer dans vos réflexions. Je vous remercie. Merci à vous, professeur. Henri, tu peux reprendre la Oui, parole. un instant. Professeur Moulungui, merci pour votre intervention. Et nous avons vraiment appris beaucoup de choses et voir les potentialités de ce qui peut se faire avec nos ressources et ce qui peut être fait en termes de bioéconomie. C'est vrai que ça, c'est plus l'aspect Gabon, mais n'empêche que c'est une réflexion qui s'étend sur tout le territoire, sur tout le continent africain. Et encore une fois, merci. Ben, je vais déjà poser une première question. Moi, une première question que je vais poser, c'est avec les résultats que vous avez eus avec vos différents étudiants, avec les ressources sur lesquelles ils sont venus travailler, pensez-vous que il faut entamer une structuration de la bioéconomie, ici je parle du Gabon, hein, via exemple, la valorisation des amendes, ou penser à la structuration via, puisque le Gabon est un pays qui a interdit l'exportation des grumes, penser déjà à la valorisation des coproduits de bois, par exemple. Je ne sais pas s'il faut le prendre de cette façon-là. Je pensais qu'il fallait aussi travailler des vergers où on pouvait voir effectivement des bois non ligneux s'installer, tel que donc le travail qu'a fait le docteur Kumba, parce que c'est aussi un potentiel qui est très, très important. Il ne faudrait pas que les ligneux viennent écraser les non ligneux. Voilà. Mais par contre, il faut réfléchir en termes donc de synergie. Ça, c'est une opportunité, compte tenu du fait que les deux poussent admirablement dans les écosystèmes qui sont multiples et nombreux donc dans ce bassin du Congo au Gabon. C'est plutôt en synergie qu'il faut travailler ça. Oui, vous avez la parole, Monsieur Christian, c'est ça? Monsieur Christian Gakeni, il a une question. Peggy, si tu peux lui ouvrir le micro, s'il te plaît. Oui, Voilà. bonjour. Je ne sais pas si Bonjour. tout le monde me reçoit. Si. Bon. Allô, oui. Alors, bonjour, Monsieur Moulungui. J'avais une question.
Sinon, peut-être une préoccupation. Je connais très bien votre engouement pour le domaine et ma préoccupation, donc je vais aller les trois. En tout cas, ravi de vous revoir en pleine santé. Alors, pour moi, c'était en suivant la présentation, je connais tout le bien positif que vous avez derrière et que vous ne reculez pas, mais quels sont les points que vous ciblez, vous, comme étant un frein à l'avancée ou au développement de la bioéconomie sur le continent? Les avantages, je les vois. Je suis pionnier refrain qui peut pouvoir impacter, comment on l'appelle, les acteurs sur le continent. Merci. C'est une bonne question. Bonjour Christian. Oui, j'en profite. Je ne veux pas vous lâcher, vous me devez le retour d'un article sur le bioraffinage. C'est pour ça que je disais que je connais votre détermination. Voilà. Je suis d'accord avec vous sur cette question-là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le bassin du Congo. Vous êtes très sexy par rapport au monde. D'accord? Vous êtes très sexy parce que vous pouvez stocker du carbone. Donc, parce que vous pouvez dégager de l'oxygène. Parce que là, on ne parle que de stockage du carbone, mais on oublie que la forêt dégage de l'oxygène. Donc, les gens peuvent vivre dans votre zone. Le deuxième élément qui est très important, c'est qu'il y a eu des engagements politiques sur l'économie verte. Tout dépend de la définition que l'on fait. Tout dépend de la définition que l'on fait. Je suis désolé, je n'ai pas participé à ces définitions-là, mais de ce que j'entends aujourd'hui, apparemment, il y a des possibilités donc de travailler avec des décideurs de chez vous, de tous vos pays-là, puisque c'est dans la zone CEMAC ou la CAC que ceci se passe. Donc, je pense qu'il faut vous rapprocher de ces décideurs pour les interpeller. Bon, c'est trop difficile, c'est trop directif. Mais pour pouvoir discuter, pour leur dire que voilà, moi, Ngakeni, voilà ce que je sais. J'ai travaillé sur une espèce comme celle-ci et on était parti sur l'idée de faire donc la culture de cette espèce. Pour quelle raison on avait envie de faire la culture de cette espèce? Vous savez très bien que moi, j'aime bien renvoyer tout à la terre. Vous voyez que maintenant, si vous définissez la bioéconomie, ça fait partie donc des écosystèmes qui vont donc stocker le carbone, mais qui vont donner aussi de l'oxygène et qui vont vous permettre aussi de vivre. Puisque derrière, il y a de l'activité économique que vous pouvez faire de façon intelligente, de façon durable. Voilà, donc si vous rassemblez tout ça, vous montrez que la durabilité, l'entrepreneuriat durable peut être une source donc, de revenus, ben, peut-être qu'on va vous écouter et peut-être que vous allez entraîner du monde avec vous. Si aujourd'hui, vos collègues de l'association se mobilisent et ensemble, vous arrivez donc à définir la bioéconomie. Souvenez-vous qu'au dernier congrès à Brazzaville, en mars 2019, je vous avais posé la question, est-ce que vous avez défini la bioéconomie dans votre zone? Personne ne m'avait répondu. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation que l'association donc présente pour que vous puissiez effectivement vous accorder. Mais ce ne sera pas une seule définition. Je vous ai parlé des écosystèmes différents et je vous ai parlé des micro-organismes, des bactéries, tout ça. Vous connaissez très bien les réflexions qui sont les nôtres pour dire, mais pourquoi pas, à partir d'une plante, avoir déjà le catalyseur pour que ça coûte moins cher. Dans le laboratoire que vous avez été, vous avez vu qu'on a pu le faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, nous avons une question dans le... Oui, vous pouvez poser votre question, professeur. Oui, merci de m'avoir donné la parole et merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.
intéressante. Moi, je suis le professeur Evrizi qui est botaniste. Donc, j'ai une question un peu particulière. Le fait que la bioéconomie est est une discipline innovante pour moi et pour pas mal de collègues à Madagascar. Et je tiens d'abord à remercier M. Henri Meillot de m'avoir invité à participer, à assister à cette webinaire. La première question est en partie déjà répondue par professeur Mulongi tout à l'heure. Et moi, j'ai une deuxième question qui parle des vestiges de bois incendiés lors des feux de brousse, parce qu'actuellement, malheureusement, Madagascar est vraiment, la forêt est ravagée partout à Madagascar. Et au minimum, 150 000 hectares de forêt partent en feu chaque année à Madagascar. Est-ce que possible de valoriser encore des vestiges de bois incendiés dans toutes les régions de Madagascar? Merci. Et une partie de la question ce qui m'intéresse vraiment, c'est au niveau du démarrage du projet de la bioéconomie. Comment avez-vous fait pour démarrer? C'est vraiment le début. Est-ce que vous avez commencé par la culture de la plante? Vous essayez de trouver d'abord des partenaires ou bien des débouchés pour prendre pour acheter les produits. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Ben, ce sera trop long. Ben, je vais essayer d'être un peu court. Donc, je commence par la dernière question. Comment on a démarré? Et en 1975, il y a quelqu'un qui a créé un laboratoire donc, des agro-ressources, qui a pensé que à partir donc, des déchets de canne à sucre, des déchets de maïs, on pouvait aller chercher du carbone donc, stocké donc, dans ces déchets. Et j'étais un jeune doctorant à l'époque. Et j'ai introduit aussi une autre source de carbone, c'est les oléagineux. Donc, on est parti dans cette aventure pour travailler sur du carbone stocké dans les déchets et pour pouvoir donc sortir par des moyens chimiques. Nous étions tous des chimistes, par des moyens chimiques, donc des hydrolyses acides, comme vous pouvez imaginer. Et de là, on pouvait récupérer donc des molécules, ce qui s'appelait le furfural ou l'hydroxyméthylfurfural. On pouvait récupérer des huiles et à partir de là, on caractérisait ces huiles, on trouvait que ces huiles-là étaient composées d'acides gras. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Voilà au moins le début. Mais ce début-là a été renforcé par les accords du GATT qui datent de 1994. Vous voyez, vous êtes très jeune. À l'époque, c'était la question, c'était comment faire de telle sorte que l'agriculture puisse être une matière première, je ne parlais que de l'industrie, hein, une matière première pour l'industrie, puisque jusque-là, on était donc dans le monde du pétrole, mais on observait déjà que l'environnement était pollué par le monde du pétrole, que les problèmes de santé étaient énormes au moment où les gens faisaient par exemple des bandes magnétiques, ils utilisaient donc des encres, des solvants toxiques. Et donc, par rapport aux solvants toxiques et tout ça, l'Europe a introduit donc de la réglementation. Pour introduire donc les matières agricoles comme matières premières, l'Europe a géré ce qu'on a appelé donc l'aménagement du territoire. Donc, il fallait aller faire ces cultures-là sur les territoires dont les terres étaient en jachère pour ne pas entrer en compétition. Vous voyez, depuis les années 94, il y avait cette préoccupation de ne pas entrer en compétition avec les terres qui étaient donc destinées aux cultures alimentaires. Voilà, depuis ce temps-là, ça a commencé. Et puis, nous-mêmes, dans les laboratoires, nous avons mis en cause ce que nous sommes. Donc, personnellement, j'ai interdit l'utilisation des solvants chimiques dans les travaux qui se faisaient sous ma responsabilité scientifique. Donc, c'est comme ça qu'on a contribué, sans le savoir, à ce qu'on a appelé la chimie verte. Donc,
on est rentré des années 94 dans des concepts de chimie verte, dans des concepts d'éco-conception, dans des concepts d'analyse de cycle de vie. Vous voyez, c'est vieux. Tout ceci a préparé ce qu'on appelle aujourd'hui la bioéconomie. Maintenant, pour Madagascar, effectivement, donc, au moment où je préparais cet exposé, je n'ai pas parlé donc de déforestation, mais là, puisque vous l'évoquez, c'est vrai, Madagascar, la forêt de Madagascar est en souffrance à cause effectivement de ces pratiques. Les forêts en Amérique latine, donc en Amazone, les forêts en Asie du Sud-Est souffrent aussi du même problème. Et pour convaincre les collègues, quand je suis arrivé à Brazzaville, Christian peut témoigner, j'avais mis en place une conférence sur l'influence des pratiques agricoles au Congo sur l'environnement. J'avais la chance des collègues qui venaient d'être formés à Toulouse dans ce métier-là, dans ce domaine-là, et ils ont montré que les cultures sur brûlis qui se faisaient au Congo avaient un impact négatif sur la qualité de l'air, donc sur l'environnement. Et je me souviens, il y avait un économiste dans la salle. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, mais si je comprends bien, professeur, vous voulez me dire qu'il faut que j'arrête les cultures sur brûlis. J'ai dit, non, il faut que vous réfléchissiez, que vous discutez avec donc, les gens qui font des cultures sur brûlis pour pouvoir donc présenter des alternatives. Ce n'est pas évident de trouver des alternatives. Oui, la forêt de Madagascar est préoccupante. Elle peut disparaître si les pratiques restent les mêmes. Donc, ce n'est pas parce qu'on va se retrouver avec du bois totalement cramé. Nous, on en a eu cet été en France, hein, avec donc les incendies. Mais mes collègues ne savent pas quoi faire de ces bois-là. On ne sait pas quoi faire de ces bois, puisque la matière organique a totalement cramé et il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est réfléchir sur les alternatives, c'est savoir pourquoi les gens vont chercher ce bois-là. Si c'est pour faire de la cuisine, ben, il faut voir si on ne peut pas faire des briqueteries à la place. Ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, pensez aux alternatives. Ok, merci, professeur Molongué. Nous allons prendre deux dernières questions, celle du professeur Fokam Christian et celle du professeur Bikanga Raphaël. Guy, si tu peux ouvrir le micro du professeur Fokam, s'il te plaît. Oui, merci. C'est fait, je l'ai désactivé. Je l'ai activé. Ok, merci. Ok. Alors, bonjour à tous. Comme l'a dit bien Henri, je suis professeur à l'école polytechnique de Yaoundé. Alors, c'est vrai que mon profil, alors, je suis plutôt mécanicien, je suis dans le génie mécanique. Alors, par rapport à votre présentation, c'est vrai que c'est pas vraiment mon domaine, mais c'est plutôt très intéressant par rapport à l'approche, parce que ça me permet d'avoir un aperçu global par rapport à la bioéconomie et à la valorisation des ressources végétales. Donc, pour moi, c'est très important, surtout quand j'ai écouté le professeur Molongi, cette brillante présentation qui me permet en fait d'avoir également un aperçu et de voir également les difficultés que vous rencontrez. Parce que nous, par exemple, nous travaillons surtout sur la valorisation en termes de développement de nouveaux matériaux, particulièrement les biocomposites. Alors, dans l'objectif de faire soit des thermoformés, soit voilà, des matériaux avec des propriétés spécifiques. Ça, c'est globalement par rapport à nos thématiques de recherche. Alors, par contre, la question que j'avais à poser, c'était surtout par rapport à la stimulation de la bioéconomie. Parce que ce que je constate, nous-mêmes, dans les recherches que nous faisons, je me demande s'il n'y a pas un gap entre les succès en laboratoire et l'industrialisation. Est-ce que vous pensez que les procédés, par exemple, d'extraction du biocarburant que vous avez procédé et les procédés industriels, est-ce qu'il n'y a pas un gap qui ne facilite pas l'industrialisation de ces process? Je vous réponds tout de suite. Donc, je vous ai présenté l'exemple de la Finlande, oui, qui met des moyens pour le pilotage et qui paie des moyens aussi pour la démonstration. Donc, la démonstration, c'est ça. Et ici, en France et en Europe, il y a beaucoup d'argent qui sont donc mobilisés pour cette phase de démonstration. On part du quart grand, du demi-grand et jusqu'à l'industrialisation. Les gens ont été conscients de ce problème, que c'est un chaînon manquant, donc de la chaîne de valeur.
Voilà. Donc, il faut intégrer ça dès le départ, dès la réflexion. D'accord? Il faut l'intégrer dans la construction d'un projet. Vous me dites que vous êtes mécanicien, qu'on est loin. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une notion de bioraffinage que je n'ai pas détaillée ici, qui a été introduite, que nous avons introduite donc dans nos réflexions. On travaille sur les organes. Je prends par exemple les graines au niveau végétal. On peut travailler sur les feuilles, comme on peut travailler sur les tiges, comme on peut travailler sur les racines. Voyez-vous? Donc, quand vous voulez faire votre matériau, vous allez chercher à savoir quelle est la partie que vous allez donc consacrer à votre matériau en fonction de la composition chimique de cette fraction. Et après, vous allez vous poser la question sur la technologie. Est-ce que c'est de la cuisson? Voyez-vous? Voilà. Est-ce que c'est du moulage? Voyez-vous? Donc, par rapport à cela, dans notre laboratoire, nous avons pris le taureau par les cornes pour pouvoir faire cela. Pourquoi? Parce que quand on se présentait auprès de plasturgistes classiques qui travaillaient sur les produits pétrosourcés, et ils nous disaient, allez-y vous faire voir. Donc, nous avons contacté des équipementiers, un équipementier qui est à Saint-Étienne, ici en France, nous sommes allés le voir, pour lui dire que voilà, nous avons un schéma que nous voulons construire à partir donc d'un organe qui s'appelle une graine, et la plante, c'est le tournesol. Mais le tournesol a des tiges. Et ces tiges-là restent sur le terrain, sur les champs. Et nous voulons donc les ramasser pour pouvoir faire donc des matériaux. Et si vous venez chez nous, ben, cette idée a fait son bon nombre de chemins. Et aujourd'hui, donc lorsqu'on va produire de l'huile, on a ces coproduits-là qui sont donc utilisés pour faire donc les produits, les biocomposites tels que vous en parlez. Et en les nourrissant avec donc des tensioactifs qui viennent, si on en a bien besoin, pour le moulage, puisqu'on en a toujours besoin. Voyez-vous? Donc, vous n'êtes pas loin de ce qui se passe ici. Non? Une étanchéité qu'il ne faut pas introduire, que ça n'existe pas. La chance qu'on a, c'est de travailler sur, effectivement, ces agro-ressources qui nous présentent des possibilités énormes qui ne sont pas encore totalement exploitées parce qu'on nous a habitués simplement à aller vers un monoproduit et à des technologies, une seule technologie. Et ça, c'est le pétrole qui a abîmé les réflexions des gens. Merci. OK, merci, professeur. Nous avons une question en messagerie. Nous avons 3 questions même. Il y a la question du professeur Patrick Martin. Le professeur Patrick Martin veut savoir, avez-vous réalisé une étude de la disponibilité des matières premières? Deuxième question, avenir des biocarburants. Je pense que, avez-vous une réflexion sur l'avenir des biocarburants? Et la toute dernière question, je peux la reformuler. Quel est l'intérêt d'un acide gras insaturé dans les bétons? Et Peggy, tu peux ouvrir le micro du professeur Bikanga pour qu'il pose sa question et je pense que là, c'est bon pour le moment. Je réponds ou j'attends? Zéphirin, je crois que tu peux répondre, hein, parce que moi, ce n'est pas forcément une question. Je viendrai en dernier. OK. Salut, Bill. Alors Salut. la première question, avez-vous pensé à la disponibilité des matières premières? Avez-vous une réflexion sur l'avenir des biocarburants et quel est l'intérêt d'un acide gras insaturé dans les bétons? OK. En ce qui concerne la disponibilité de matières premières, c'était une grosse question. Donc, dans la filière que j'ai animée toute ma vie de chercheur, donc la filière des oléoprotéagineux, c'est une filière qui a beaucoup évolué dans nos réflexions avec mes jeunes. Donc, il y a eu des oléagineux, par exemple le palme que vous connaissez. Il y a eu des oléoprotéagineux. Donc, on a introduit des protéines, donc des plantes qui pouvaient introduire des protéines telles que le colza, le tournesol. C'est ce qu'on trouve ici dans les zones tempérées. Et ces derniers temps, on a introduit des oléoprotéagineux mucilagineux. Le docteur Kumba pourra bien vous en parler. Donc, vous voyez qu'on élargit la gamme par rapport donc aussi à ces constituants qu'on veut avoir sur la matière première dans la graine, donc pour pouvoir effectivement
l'exploiter à bon escient. Mais on ne s'est pas arrêté là, on a regardé ailleurs, en Afrique. Donc, outre des plantes comme ceux que je venais de présenter, nous avons travaillé sur une espèce qui s'appelle le ricynodendron, fournie par notre collègue Sanjon Bertrand au Cameroun et aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et cette espèce commence à prendre de l'élan sur donc ce qu'on appelle dans les domaines donc, de l'agroforesterie. Il y a un grand programme qu'on essaye donc de lancer en Côte d'Ivoire à partir de cette espèce-là. Et aussi, il y a eu des réflexions sur des plantes telles que le Chrombea abyssinica, qui est de source donc éthiopienne, puisque vous entendrez bien abyssinica, et qui malheureusement nous a fait pas mal de soucis en Europe. On n'a pas pu donc la domestiquer. Mais par contre, elle a été domestiquée aux États-Unis, dans l'État du Dakota. Voilà. Donc, je pouvais vous citer d'autres exemples tels que le ricin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a eu des réflexions dans ce sens-là dans le domaine. Il n'y a pas que dans le domaine de l'oléochimie. Dans le domaine aussi des plantes grasses, il y a eu aussi des réflexions, jusqu'à ce qu'on entend aujourd'hui sur les algues. Voilà. Donc, il y a eu des réflexions autour de ça. Si vous voulez, je peux vous fournir des papiers autour de ça. La deuxième question, c'était sur… La deuxième question, c'est… je pense que… Bon, je vais la reformuler. Hein. Avez-vous une réflexion sur l'avenir des biocarburants? Oui. Il y a un papier que vous pouvez lire dans OCL, donc de 2011, donc j'ai contribué. Oui, c'est les biocarburants qu'on appelle donc des HTO, donc des huiles végétales hydrogénées, sans donc le bout ester, pour qu'ils puissent fonctionner comme des hydrocarbures et surtout sans oxygène, sans ester, sans oxygène. Ça, c'est un des exemples de biocarburants. Je vous ai parlé de ce qui va se faire sur donc, tout ce qui est lignocellulose, puisque vous allez faire donc de bio-oil et vous allez fabriquer des carburants. Donc, la Finlande montre qu'il y a des carburants routiers. Vous avez bien vu que le raffineur est très, très intéressé par ça. Il a des chiffres d'affaires qui sont très, très élogieux par rapport à cela. Alors, la dernière, c'était sur l'intérêt de la double liaison. L'intérêt des acides gras insaturés dans les bétons. Oui, ce n'est pas tous les acides gras, parce qu'on a comparé un acide gras tel que l'acide oléique par rapport à cet acide gras qui est particulier, qui vient du ricin, qui s'appelle l'acide indécylénique. La caractéristique, c'est un acide gras impair, la nature n'en fait pas, monoinsaturé en bout de chaîne, la nature n'en fait pas. On les obtient comment? À partir donc de huiles de ricin par vapocraquage. C'est un procédé vieux comme le monde. Vous pouvez aujourd'hui le faire à Douala, à Yaoundé, on ne viendra pas vous fusiller. Qu'est-ce qu'on a observé? Par la modélisation moléculaire, vous voyez que des outils comme ceux-ci de prédiction donc de la réactivité par la modélisation moléculaire, on a montré que effectivement le comportement, excusez-moi des mots sauvages des chimistes, déterminer effectivement l'insertion de cet acide gras et la cohésion donc des matériaux pour pouvoir jouer le rôle donc de rétenteur. Rétenteur de quoi? Rétenteur d'eau. Parce que quand vous faites du béton en plein soleil, il vous manque de l'eau. Et là, grâce à cette construction géométrique entre les deux bouts, le bout indécylénique, donc terminaison éthylénique, et le bout carboxylique qui est estérifié. Donc, vous arrivez à complexer et à réaliser donc la rétenteur de l'eau par donc les polymorphes, par les multiphases que vous conférez au système. Excusez-moi de ce mot sauvage. Ok, mais nous passons la parole au professeur Bikanga. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis donc le professeur Bikanga de l'Université des sciences et techniques
de Massoukou, c'est au Gabon. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément des questions. Saluer déjà la présentation de quelqu'un que je connais bien. Vous vous êtes rendu compte, il a cité mon nom à plusieurs reprises. Ça veut dire que je le connais parce que c'est déjà un frère, mais surtout parce qu'on a travaillé ensemble. Et on continuera de travailler de toute façon tant que ces sujets-là sont intéressants. Je confirme simplement que par rapport à ça, justement, j'accepte un peu le travail du docteur Kumba. Nous avions un projet avec un autre étudiant que j'ai vu en filigrane là tout à l'heure dans la présentation, qui n'est malheureusement pas allé au bout. C'était la valorisation des déchets d'un arbre célèbre au Gabon, qui est le Koumé, que beaucoup d'entre vous connaissent. Nous avons pris à cet effet attache avec une société de la place, Rougier Gabon pour ne pas la citer, qui a quand même pignon sur rue. Et malheureusement, il s'est posé deux petites difficultés. La première, Rougier allait en cessation d'activité. La succursale du Gabon était probablement la plus importante parce que celle d'ailleurs, on les avait fermées. Et puis, malheureusement, quand ce projet-là prenait vraiment corps, la succursale du Gabon a fermé elle aussi. Après, Zéphirin Molongui, je l'appelle Zéphirin, a pris attache avec la direction à Paris. Il était même question d'une rencontre. Malheureusement, cette rencontre-là n'a pas pu avoir lieu. Sûrement que les dirigeants de Paris se rendaient compte qu'avec la fermeture de l'usine du Gabon, la réunion n'avait plus d'intérêt de se faire. Donc, du coup, ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Et l'autre difficulté, bon, peut-être qu'avec les problèmes avec l'école doctorale de Toulouse, la rentrée du jeune doctorant qu'on prévoyait ne s'est plus faite aussi. Donc, ça n'est pas allé, ça n'avait même pas commencé, mais j'ai envie de rassurer quand même les uns et les autres ici. Hein, c'est des projets, c'est des sujets actuels. Nous n'allons pas laisser tomber, hein, puisque vous savez que dans le cas du Gabon et du PSGE, pour ne pas le citer, le Gabon n'exporte plus véritablement le bois comme ça l'était avant. Donc, les transformations se font sur place. Malheureusement, c'est des petites sociétés, pour la plupart des sociétés chinoises. Et vous connaissez un peu que la collaboration avec les Chinois n'est pas toujours assez aisée, qui sont loin de Franceville. Il faudra peut-être reprendre la tâche avec les dirigeants de ces sociétés-là, ficeler un projet qui tienne la route, et je crois que c'est déjà dans les papiers, se faire accepter par ces Chinois-là, et peut-être que ce projet-là, tant que nous vivrons encore, verra véritablement le jour. L'autre des choses, c'est un peu le carbone dont parlait Zéphirin tout à l'heure. Comme vous le savez, grâce à ces 13 parcs nationaux, le Gabon est plutôt bien vu à l'international. Et des fonds sont disponibles, mais j'ai envie de dire c'est beaucoup plus des annonces gouvernementales, sans faire de la politique. Et Zéphirin tapait un peu dessus tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens vont dans des rencontres, nous sommes aidés par les puissances étrangères, et malheureusement, sur place, nous ne voyons, ces choses-là ne sont pas véritablement actées. L'actuel ministre des Eaux et Forêts, Lee White, le professeur Lee White, qui connaît un peu bien la chose, je le connais un peu particulièrement pour m'être approché de lui par rapport à cette affaire-là, préfère insérer dans ses programmes les biologistes et ceux de la foresterie. Donc, vous voyez que le chimiste que je suis, malheureusement, est un peu mis de côté.
Mais bon, c'est des choses dont on parle dans nos pays. Malheureusement, l'implémentation ne suit pas toujours. Voilà, Henri, un peu ce que je voulais apporter un peu après l'exposé du professeur Moulungi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, rapidement. Ça va. Rapidement. Donc, ce que mon cher Bikanga voudrait bien ajouter, c'est que nous sommes arrivés avec un autre état d'esprit lorsque nous avons rencontré cette société. C'est de créer des startups. C'est un point très important. Vous voyez bien qu'avec un startup peut lever des fonds. C'est ça que j'ai voulu faire avec la complicité donc de Bill sur place par rapport aux questions qu'on trouvait sur place. Est-ce qu'un pays comme le Gabon ne peut pas écouter une question comme celle-ci et financer un start-up? Pourquoi courir après le Chinois? Et j'ai vu quelque part, puisque j'ai reçu des messages, ça commence donc à parler au Gabon. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, puisque tu parles de ce ministre Lee White, qui dit que le Gabon a 80 millions de tonnes de fonds souverains grâce au crédit carbone. Quand on est dans cet état d'esprit, comment voulez-vous qu'on puisse penser à ce que vous voulez faire aujourd'hui, aux transformations, aux alternatives?